Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, notre résistant du jour B1, c'est Claude Janvier. Bonjour Claude, comment vas-tu? 14e épisode de 100% janvier. Et déjà, 14e épisode, c'est pas mal. Donc, bonjour Alexis, écoute, je vais pas trop mal, à ma foi, malgré toutes ces nouvelles internationales qui sont pas terribles. Et puis, amis internautes, eh ben, bien le bonjour à vous tous. Voilà. Ben effectivement, on l'avait dit en janvier 2026, l'année commence en trombe. On n'imaginait même pas. Ah oui, Voilà. ça, Là, on est quoi? On est le 6, 7 mars, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu ouais, moins. ouais. 4 mars, allez, 4 mars, voilà, les 3 premiers mois, ça a été Ah, incroyable. La qualité a été complètement folle. Alors, vous le voyez sur cette vignette, eh bien entendu, on va parler de l'Iran et de la bombe nucléaire. On va parler de ce conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël avec Claude. Et puis, on parlera, Claude, alors là, tu vas faire bondir nos internautes. On garde le suspense pour la fin. Mélenchon avait raison. ah, eh oui, Ah, Mélenchon, il est ce qu'il est, mais force est de constater que il est quand même pour cette fois-ci et il est dans le vrai. Ben oui, bon. oui. Alors, écoutez, on expliquera un petit peu ta prise de position, Claude, en fin d'émission. Donc, eh ben, c'est pas tous les jours qu'on dira du bien, peut-être potentiellement sur cette chaîne de Mélenchon. Donc, Non. restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Et puis, bien entendu, tu voudrais quand même qu'on revienne aussi sur une affaire en France qui fait pas beaucoup de bruit. Hein. Soyons honnêtes, c'est passé sous les radars. C'est l'affaire de la start-up Anthropic. Voilà, on reviendra dessus. Alors, pour commencer un petit peu eh bien dans le dur cette émission, on a beaucoup parlé, notamment sur Divergence, sur tous les canaux de ce qui se passe depuis samedi. Toi, tu as une vision qui est simple, c'est quand même de dire que l'Iran est une épine dans le pied de la politique expansionniste de Netanyahou et d'Israël. Absolument, absolument. De toute façon, il est vrai que quel est le pays qui pose un problème aujourd'hui à Israël et surtout à son expansion colonialiste, hein, parce qu'en fait, en réalité, Israël pourrait vivre en paix avec ses voisins arabes. Donc, mais il n'en est rien puisque le pays qui lui pose un problème, effectivement, c'est l'Iran. Et l'affaire est pas nouvelle, hein, puisque depuis les années 90, d'ailleurs, Benjamin Netanyahou avait déjà lancé l'alerte sur le programme nucléaire iranien depuis les années 90. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2026, quand même. Waouh! Soit quasiment plus de 30 ans après. Et c'est toujours le prétexte, l'Iran, la bombe nucléaire. Alors que c'est de toute façon totalement faux puisque l'ayatollah Khomeini avait écrit une fatwa à l'époque s'interdisant et interdisant à l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. En revanche, effectivement, il était pour le fait que l'Iran se dote de centrales nucléaires civiles pour produire quand même de l'énergie à bas coût. Quand même, faut quand même pas pousser quoi. Donc voilà, que les choses soient bien claires. Ce programme nucléaire iranien militaire a toujours été un faux prétexte voilà, ça c'est clair. Claude, on peut faire le parallèle avec la Corée du Nord de Kim Jong-un, qui finalement a vu, on va dire, une paix relative, alors relative bien entendu, en tout cas dans ses relations et dans l'agressivité qu'avait envers le régime nord-coréen et les États-Unis, à partir du moment où ils ont obtenu l'arme nucléaire. Donc, est-ce que quelque part, pour l'Iran, c'est une question qui était posée notamment à Fabrice hier dans le live qu'il a fait sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. Est-ce que finalement,
ce serait pas, même si c'était pas la politique souhaitée par Khamenei, est-ce que c'est pas finalement quelque chose vers quoi l'Iran devrait tendre pour se protéger ou se munir d'attaques hostiles comme on le voit aujourd'hui par Israël et par les États-Unis? Malheureusement, tu es dans le vrai, hein, c'est-à-dire que malheureusement, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que c'est un univers de force hein, sur cette planète, de pression. Donc face à des dirigeants ou à des dictateurs totalement psychopathes, parce que c'est clair, hein, je veux dire, soyons clairs, le dictat américain est géré par des psychopathes. Quant aux dirigeants d'Israël actuels, c'est aussi des psychopathes. De toute façon, soyons clairs. Alors là, je ne parle pas du peuple ni américain ni du peuple juif, que l'on se mette bien d'accord. Je parle Mmh. simplement des dirigeants. On est bien d'accord. Hein. Mmh. Mais il est bien évident que face à des psychopathes, qu'est-ce que tu as comme solution à part de te doter de l'arme nucléaire pour dire bon ben c'est bien, vous êtes gentils tous en face là, mais comme vous êtes cinglés, bon ben moi voilà, j'ai la bombe nucléaire, donc en gros venez pas m'enquiquiner parce que effectivement si vous m'enquiquinez, ça risque Mmh. de mal se terminer. Il faut reconnaître que Kim Jong-un en Corée du Nord, il est ce qu'il est. Je ne le connais pas, je ne connais pas la Corée du Nord, donc moi ne le connaissant pas, je vais pas émettre évidemment une opinion sur le sujet, mais je connais des gens qui sont allés en Corée du Nord et effectivement, c'est bien loin de ce que l'on peut trouver dans les médias propagandistes. Donc voilà, je referme un peu la page, mais en attendant, la Corée du Nord n'est enquiquinée par personne. Voilà, clair, Mmh. soyons clairs, précis, Alors, c'est-à-dire que personne ne va aller chercher des noises, entre guillemets, à Kim Jong-un. Voilà. les médias propagandistes, c'est pas nous hein, dont tu parles, c'est bien Ah bah non, entendu les bien médias de sûr. grand chemin. Oui, On est oui. d'accord. Ah bah oui, Puisque, non mais puisque... j'aime pas, mais tu sais Alexis, j'aime pas trop les appeler les médias de grand chemin parce que quelque part c'est presque une lettre de noblesse, tu vois. On se rappelle les bandits de grand chemin, presque il y avait une espèce de, on oscillait entre une certaine noblesse de banditisme et du véritable. Alors les appeler les médias de grand chemin, ça m'énerve un peu, donc je préfère les appeler les médias propagandistes. Voilà, Effectivement, tu as raison Alexis, c'est pas nous et ça sera jamais les médias libres et indépendants. Ceci étant, si tu le permets, bien au sûr. niveau de l'Iran, soyons clairs. Aussi bien l'objectif des États-Unis et d'Israël, c'était donc numéro un de priver l'Iran de toute capacité nucléaire, y compris civile d'ailleurs, pour que Israël demeure l'unique pays du Moyen-Orient à posséder des armes nucléaires, parce qu'il faut quand même pas l'oublier. Israël possède à peu près 200 ogives nucléaires, acquises illégalement d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Bon voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Israël n'accepte aucun contrôle sur sa centrale nucléaire et son stock de bombes nucléaires. Aucun contrôle. Donc déjà, bon. Bref, et en fait, ce qu'il fallait aussi d'un point de vue états-unien et aussi d'Israël, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'Iran est un important membre des BRICS. Mmh. C'est un important membre des BRICS. Donc, c'est quand même l'Iran, c'est le troisième pays producteur de pétrole, entre autres, et c'est un pays quand même assez riche. Donc, en fait, en attaquant l'Iran, les USA et Israël voulaient, en fait, de faire en sorte que l'Iran ne puisse plus avoir le rôle, en fait, le rôle de, comment on pourrait appeler ça, de nœud, tu vois, moyen oriental du couloir de transport nord-sud de la Russie et de la nouvelle route de la soie pour la Chine. Mmh. Il est là. C'est ça l'enjeu, en fait, aussi, quelque part d'un point de vue états-unien. Les États-Unis, il faut quand même pas l'oublier, veulent toujours l'hégémonie de leur dieu dollar. Et en fait, le fait de vouloir couler l'Iran va dans le sens de maintenir l'hégémonie du dollar au niveau Mmh. international. Parce que Mmh. les États-Unis savent très bien, et là je parle du deep state, hein, je ne parle pas uniquement de Donald Mmh. Trump, les États-Unis savent très bien que de toute façon en face, il y a les BRICS. Et les BRICS, alors c'est plus une alliance économique qu'une alliance militaire, on le voit, puisqu'aujourd'hui la Russie et la Chine ont du mal à vouloir aider au grand jour l'Iran d'un point de vue militaire, et je ne peux pas les blâmer parce qu'effectivement, si demain la Fédération de Russie ou la Chine envoyait toute une flotte de guerre là-bas, ça pourrait très vite dégénérer malheureusement en Troisième Guerre mondiale, vu la bande de psychopathes qu'il y a en face dans les pays occidentaux. Donc effectivement, c'est quand même très compliqué. Mais en attendant, malheureusement, le peuple souffre.
Il y a quand même plus de, je crois, 700 morts, je crois, en Iran, souvent des civils. Une école s'est fait bombarder par Tsahal, l'armée soi-disant la plus morale du monde. Ils ont bombardé un hôpital aussi à Téhéran, mais c'est jamais eux. Il y a des bombardements, mais c'est jamais Tsahal. Jamais, jamais. C'est un peu curieux. C'est-à-dire que les bombes arrivent comme par hasard et presque ils ont accusé même les soldats iraniens de l'avoir fait. Donc à un moment donné, ça va, on connaît la chanson, on l'a vu en Ukraine. Hein. Alors, ce que je voulais aussi te poser une question, ce qui était dans le thème de cette émission, c'est la question, maintenant que l'ayatollah Khamenei est mort, est-ce que l'État, je dirais, iranien, en tout cas la gouvernance iranienne, est décapitée? Est-ce que ça va dans le sens justement d'une déstabilisation stratégique de la part d'Israël et des États-Unis en Iran, ou est-ce que finalement ça ne change rien à la question, voire même ça crée un statut de martyr autour de Khamenei qui va être hautement inflammable? Ah bah, il est clair que Donald Trump et Benjamin Netanyahou, en éliminant Khamenei, là, ils ont joué la mauvaise carte, mauvaise pioche. Parce que, d'une part, l'ayatollah Khamenei est mort donc en martyr, et la majorité du peuple iranien, de toute façon, ils ont osé, je parle du camp occidental, ils ont osé tuer leur leader spirituel et religieux. Automatiquement, ils vont continuer à y penser et ça va pas du tout enterrer l'Iran. Ça, c'est clair. Ça, c'était la faute à pas faire. Ça, fallait pas le faire. D'autant plus que c'est d'autant plus ridicule que l'ayatollah Khamenei avait 86 ans. Donc, ce qu'ils ont fait là, bah, la nature allait probablement le faire dans un temps relativement restreint, parce que passé 85 ans, on n'a pas une espérance de vie. Hein. Donc, Alors, là, ils en ont fait un martyr, mauvaise pioche. Mais vraiment, la Alors mauvaise justement, pioche. maintenant, les USA et Israël sont dos au mur face à un Iran qui ne plie pas. Oui. On parle de ce risque d'embrasement. Est-ce que c'est une erreur politique, une erreur stratégique, une erreur d'analyse, ou est-ce que c'est une volonté, par exemple, du deep state? Voilà. Est-ce que ça a été à dessein, en gros, ou est-ce que c'est juste une erreur, une boulette de plus de Trump? Ben, je pense que Donald Trump, avec sa façon de cow-boy de foncer un peu partout, il n'a pas analysé tous les paramètres qu'une attaque contre un pays comme l'Iran pouvait pouvait arriver. Tous les paramètres, il les a pas. Il les a pas étudiés et il les a écartés, ou si on a eu connaissance, il les a écartés. Dommage. Mm. Dommage pour lui, parce que là, il a fait l'erreur qu'il fallait pas. Déjà, il va se faire désavouer face à d'ailleurs, un bon nombre de supporters commencent à le désavouer. En plus, il a attaqué l'Iran sans l'approbation du Congrès. Il faut le Mm. savoir quand même. Hein. Donc déjà, il s'est mis à dos une bonne partie de son électorat. Ça, c'est clair, parce qu'il avait promis quand même, quand il s'est fait élire, qu'il allait terminer les guerres. Terminer les Mm. guerres. Non seulement il n'a pas terminé, comme il l'avait dit, en 24 heures, 48 heures, la guerre en Ukraine. Hein, bah, de toute façon, c'était pas lui de la terminer, mais c'était aussi d'avoir des accords rapides, etc., que pour l'instant, il n'a pas obtenu. Et secondo, il avait promis zéro guerre. Et là, ça fait 2 fois qu'il attaque l'Iran quand même. Voilà, ça commence à être chaud. En plus, un bon nombre de navires de la flotte américaine se sont fait bombarder par des missiles iraniens. L'USS Abraham Lincoln, il a été sévèrement touché. Il va être dégagé en cale sèche. Il y a quand même pas mal de morts côté américain. Bon, évidemment, on ne connaît pas les chiffres vraiment officiels parce ils vont la boucler. Mais n'empêche qu'il y a des dégâts sérieux. Toutes les bases américaines autour de l'Iran se sont fait pilonner. Le dôme de fer, qui est soi-disant protégé Tel Aviv, est une vraie passoire. Donc, Tel Aviv se prend des missiles tous les jours. Et l'Iran n'a pas du tout épuisé son stock de missiles. Donc, on voit bien. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou, en tout bon général peureux qu'il est,
Lui, il est parti à Berlin. Mmh. Il est à Berlin. On a connu des époques quand même pas si lointaines où les généraux restaient à la tête de leurs troupes. Alors lui, s'est dit, hop, je me barre de Tel Aviv. C'est bien, Tel Aviv va se prendre des bombes. Effectivement, Tel Aviv se prend des bombes. Mmh. Et lui, il est parti se Alors réfugier à Berlin. alors pour l'instant, côté effectivement bombardement, on n'a pas encore, sauf erreur de ma part, de morts en Israël. On en a quelques-uns aux Émirats et des Américains. Alors pour l'instant, le nombre est, je crois, comptabilisé à 10 soldats américains décédés. Côté Téhéran, là, on voit des bombardements extrêmement violents. On a notamment parlé, je crois que c'était le premier jour ou le dimanche, c'est-à-dire le deuxième jour de cette guerre. On a notamment parlé de l'école qui avait été Mmh. bombardée et qui a fait, alors là, les chiffres sont pas extrêmement clairs, on oscille entre 100 et 160, donc il y a quand même Ouais, une marge assez importante. ouais, Malheureusement, d'enfants, et ça c'est une tristesse absolue, ça, c'est d'enfants terrible. décédés sous les bombes d'Israël, puisque ce serait Israël qui aurait frappé, où on en est à peu près dans le rapport entre les deux belligérants, enfin les deux côtés belligérants, sur le nombre de victimes. Est-ce qu'on a à peu près une clarté ou pas du tout, ou c'est vraiment le brouillard de la guerre? C'est difficile d'avoir une clarté, tu sais, sur les Mm, chiffres. Tu le sais aussi bien que moi. Bon, ce qu'on mm, sait, c'est que en Israël, dans une ville qui s'appelle Beersheva, je crois, Merci là. voilà, il y a eu 9 ou 10 morts civils. Donc, ce que pour l'instant Ah oui. ne souhaite pas l'Iran. Quand on regarde bien, l'Iran essaye de cibler vraiment des objectifs militaires ou de hauts dignitaires à Tel Aviv, et ils ont Mm, quand même lancé des missiles. À l'inverse, effectivement, malheureusement de Tsahal, qui eux ne se gênent pas puisqu'ils ont bombardé cette école, et je crois qu'on en est effectivement à 150 morts. Ils ont bombardé un hôpital à Téhéran il y a peu, et ils bombardent beaucoup le sud Liban mm, et même la banlieue sud de mm. Beyrouth. Donc, ouais, c'est un peu chaud, hein, quand même, hein. Alors Ouais, il y a après, une dissymétrie effectivement tu vois, entre le nombre de victimes voilà. civiles, je parle. Alors, point intéressant que tu as abordé lorsqu'on a préparé cette émission, tu nous as pas, enfin, tu m'as parlé justement du général Wesley Clark, Ouais, c'est un général américain qui en 2007 avait déclaré que, alors j'ouvre les guillemets, les États-Unis allaient détruire 7 pays. Donc ça incluait l'Irak, la Syrie, le Soudan, la Somalie, le Liban et la Libye, et puis enfin, bien entendu, l'Iran. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs de guerre américains sont atteints? En tout cas, l'Iran, c'est en cours, mais pour le reste, le travail a été fait. bah, malheureusement, force est de constater que oui, parce que le général Wesley Clark a déclaré ceci en 2007, de mémoire. Mm, 2007, nous sommes aujourd'hui en 2026, et effectivement, tous les pays que tu as cités et qu'il avait cités ont été détruits. Et il reste mhm, plus que l'Iran, et l'Iran, ça fait quand même la deuxième attaque conjointe par les États-Unis et par Israël. Alors après, mm, si tu le permets, ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à choper un petit discours très rapide du porte-parole du ministère chinois de la Défense il y a quelques jours, et voilà ce que ce porte-parole a déclaré. Les États-Unis sont accros à la guerre. En plus de 240 ans d'histoire, seulement 16 ans sans conflit armé. Plus de 800 bases militaires à l'étranger déployées dans plus de 80 pays et régions. Partout où la machine de guerre américaine passe, partout il y a du chaos, de la misère et des destructions durables. Alors ici, quelques pays, Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, etc. Il a déclaré que il y a encore aujourd'hui de l'uranium appauvri et des bombes à sous-munitions qui sont livrées en Ukraine. mm. Donc, il n'a pas mâché ses mots. Et enfin, il a terminé sa petite allocution en disant: les États-Unis ne sont pas les gardiens de l'ordre mondial, ils en sont la principale source de désordre, de turbulence et d'instabilité régionale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Je veux dire, il n'a pas mâché ses mots, hein. Et je ne peux qu'être en accord avec ça, puisque effectivement, ce pays est un pays vraiment belliqueux et belligérant, et criminel d'ailleurs, puisque ça fait plus de 200 ans que ce pays sème la mort et la destruction aux quatre coins de la planète.
Il serait temps que ça s'arrête quand même. On est bien Alors d'accord. le problème, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, ça a une répercussion aussi au niveau économique, hein, puisque avec le fameux détroit d'Ormuz, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les primes d'assurance se sont envolées, puisque la Lloyds, qui est une compagnie principale d'assurance pour les pétroliers, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pétrolier, quand même, ça a une valeur de 100 millions de dollars. Un pétrolier, quel qu'il soit, a une valeur de 100 millions de dollars. En général, l'assurance d'un pétrolier, c'est 0,25% de la valeur de la coque du pétrolier. Donc, si tu veux, en gros, un pétrolier est assuré pour 250 000 dollars, quand même. Faut le savoir. Aujourd'hui, il y a une flambée des primes d'assurance. Les primes d'assurance s'envolent jusqu'à 1 million de dollars par pétrolier. Donc, tu as des pétroliers qui. La Lloyd a décroché son téléphone, a appelé tous les armateurs de tous les pays du monde, en Chine, Japon, etc. etc. Et du coup, à l'annonce de l'envolée des primes, les pétroliers, oula, il y a des compagnies qui sont dit on n'y va plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que évidemment, il y a une flambée du Brent, mais ça, c'était prévu. Ben Morgan, la banque Morgan vient de le dire. Il n'y a pas besoin qu'il le dise. On s'en doutait un peu, de toute façon. Le Brent va s'envoler dans pas longtemps à au moins 100 dollars, 100 dollars le baril. Et là, ça devient de plus en plus compliqué. Déjà en France, là, j'ai été chercher de l'essence hier, j'en avais besoin. Le 95, le SP95 qui était dans les 1,70, c'est pris 10 centimes. Entre là, c'est 1,80 maintenant. Et c'est pas fini. Donc, effectivement, ce qu'on peut dire de toute cette affaire, c'est qu'il n'y a même pas besoin que le détroit d'Ormuz soit fermé. D'ailleurs, il est de toute façon par les compagnies d'assurance, ils ont prévenu. Hein. Soit vous y passez, vous avez vos primes qui s'envolent, soit vous y passez plus. Donc, vous n'avez même pas besoin de le fermer, je dirais, physiquement, entre guillemets. Et secondo, le cours de l'or va flamber, etc. Et c'est pas perdu pour tout le monde. C'est certainement pas perdu pour Donald Trump et pas mal d'actionnaires aussi de l'autre côté. Malheureusement. On enregistre cet épisode, on est mercredi matin. Ce matin, il y a encore 2 tankers qui ont été pris pour cible. Voilà, donc effectivement, il y a un fort ralentissement. Alors, changeons de thème un petit peu. On va faire une toute petite transition pub et puis on va revenir sur une autre actualité que celle de l'Iran. Allez, tout de suite, la transition pub avec Xavier Moreau. Alors, vous le voyez dans ce générique pub, la seule solution pour nous soutenir, nous n'avons aucun financement, bien entendu, de qui que ce soit, de l'État ou d'organisation ou qui que ce soit. Personne ne nous aide. Tous les médias comme nous, indépendants, de réinformation, voilà, appelez ça comme vous le souhaitez, en tout cas, ne vivent que par le biais de votre soutien à vous, chers auditeurs. Donc, eh bien, écoutez, votre soutien, il nous est vital pour continuer. Donc, pour ça, il y a 10 secondes à prendre. C'est gratuit, c'est simple, ça prend 10 secondes. Faites un j'aime à cette vidéo, voire même partagez avec vos amis. Abonnez-vous, bien entendu, à la chaîne et activez, vous le voyez au-dessus de moi, la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifications sur les prochains programmes sur cette chaîne. Voilà, faites-le pour Divergence Politique et puis faites-le plus globalement pour toutes nos chaînes amies qui font le maximum égalitaire en réconciliation, GPTV, Toxin, TV Liberté, voilà, tous ceux que j'ai pas cités et que vous adorez suivre, eh bien faites-le pour eux comme vous le faites pour nous, parce que c'est la seule chose qui nous permet de continuer. Et puis également, vous le voyez, il y a un petit QR code juste au-dessus de ma tête. Ce petit QR code, vous le scannez avec l'appareil photo de votre téléphone. Ça va vous ouvrir un lien qui vous permet, si vous le souhaitez, de nous faire un don. Voilà, n'hésitez pas. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros en fonction de vos capacités ou plus. Voilà. C'est ce qui nous permet à nous de continuer à survivre, parce que nous n'avons pas les financements de France Télévisions ou du service public. Voilà, donc comme personne ne nous aide
à part vous, eh bien, on est totalement tributaire et dépendant véritablement de votre soutien. Je vous dis, c'est important. N'hésitez pas. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et la multiplication nous permettra de continuer d'essayer d'améliorer notre qualité de travail avec des nouveaux micros, une amélioration des caméras, etc. Enfin, voilà. Déjà de payer tout simplement les factures, parce que pour faire une émission, il faut des logiciels qui ne sont pas gratuits, malheureusement. Donc, voilà. Soutenez-nous, aidez-nous à rester en vie. C'est important. Le message étant passé, j'aimerais bien qu'on vienne aussi. Alors, ce fameux dossier Epstein, on ne va pas rentrer dans la polémique. Moi, ça me fait sourire. Effectivement, Epstein, c'est la prononciation américaine, tout simplement, donc, ou même sa prononciation allemande, en fait, si on veut reprendre les choses. Voilà, donc il ne faut pas y voir une question autre que de question d'accent et de prononciation à l'international. Epstein en France, Epstein en Allemagne ou aux États-Unis, voilà, c'est comme ça que l'on va dire. Alors, et puis on laissera à Mélenchon le fait de parler de Epstein et de la sonorité russe. Moi, j'ai trouvé ça rigolo, mais complètement stupide. Tu voulais nous en parler, justement. Vous voulez nous parler un petit peu de ce camp du bien israélo-français qui devient fou. Ah bah, il faut dire que là, je trouve qu'ils deviennent de plus en plus fous parce que faire une polémique sur Epstein ou Epstein, est-ce ça vraiment l'essentiel? Enfin, il y a un moment donné, tu te dis, non mais les mecs, faut peut-être arrêter, quoi. Je veux dire, il serait quand même plus urgent de faire la lumière sur le nombre d'enfants qui a été exilé de force sur l'île d'Epstein, qui ont été violés, torturés, tués, massacrés. Ah non, là, ils en sont à Epstein ou Epstein. Non mais Ouais. ils s'insultent, hein, attention, hein. Oh, là, il y a le camp du bien, je vais pas citer les noms, mais il y a le camp du bien entre guillemets. Wow, wow, ils en sont à des insultes, vraiment sur X, etc., etc. Voilà, ça Alors, devient chaud. tu parles de Goldanel, notamment, Bah, par exemple, qui ouais. a insulté Mélenchon. Et c'est le moment, et c'est le fameux moment. On est à plus de 28 minutes, quasiment 29 minutes dans cette émission. C'est le moment de faire du bien de Mélenchon. Voilà, bah oui. Alors tu te dis, ben finalement, Mélenchon, bon, je n'ai jamais roulé pour Mélenchon, mais force est de constater que aujourd'hui, c'est le seul homme politique qui enfin met le doigt sur là où ça fait mal, quoi. Parce que de droite comme de gauche, et y compris le RN, rien. Mais il n'y a rien à en tirer, quoi. Donc, pour l'instant, force est de constater, je ne suis pas mélenchoniste. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui a mis sur X que presque Mélenchon serait un soralien de gauche. Alors évidemment, quand j'ai dit ça un jour à Alain Soral, il m'a dit un soralien de gauche. Ah, et c'est en quoi Alain Soral m'a répondu? C'était au cours de notre entretien avec Eric Montana, il m'a dit ça serait libre à lui de le faire. La balle est dans son camp. C'est égalité et réconciliation, c'est-à-dire gauche du travail et droite des valeurs. Hein. Et effectivement, il n'a pas tort. Maintenant, Mélenchon, est-ce qu'il va entendre le message? Ça, c'est une autre affaire. Mais bon, voilà où on en est. Voilà. Dernier sujet en France, 375 000 euros de salaire brut, 187 000 dans la poche du salarié. Pour un coût de travail total finalement de 529 000, eh bien voilà, c'est la magnifique offre d'emploi de la start-up Anthropique en France. Eh oui, eh oui, eh oui. Moi, c'est pas, ça fait des années, j'ai été avec mon épouse, on a été auto-entrepreneur toute notre vie, donc je connais bien quand même les charges patronales, les charges salariales, et j'ai toujours dit qu'il y avait trop de charges patronales en France et qu'avoir des salariés en France, ça devenait un luxe, quoi. Et il y a des économistes, grands économistes, qui m'ont ri au nez, ils m'ont dit, mais non, vous savez, il faut bien financer le service public. Le service public, déjà, désolé, hein, en France, ça s'est réduit à une peau de chagrin. Quand on voit le service public aujourd'hui en France, bonjour, hein. Il n'y a plus de service public au niveau du domaine de la santé, c'est en totale déliquescence au niveau des budgets, etc.
à tout un tel niveau, l'État se désengage de tout. Donc aujourd'hui, on se retrouve à payer, je parle effectivement pour ceux qui sont dans le circuit professionnel, moi je n'y suis plus, mais je veux dire, c'est une histoire de fou. C'est-à-dire que on paye aujourd'hui, quand on verse un salaire à quelqu'un, on en paye quasiment la même chose, voire plus, de l'autre côté, en charge patronale. Et c'est ce qui vient d'éclater avec cette annonce. Donc, une offre à 375 000 euros annuels, hein, qui est devenue virale après qu'un entrepreneur a révélé, en fait, qu'elle coûte 529 000 euros à l'employeur pour seulement 187 000 euros net après impôt aux salariés. Alors, on parle toujours de chiffre annuel. Hein. Donc, ça a relancé le débat sur le coût du travail en France parce que c'est une histoire de fou. Et les Américains, puisqu'en fait, Anthropic est une entreprise américaine, ils ont halluciné quand même. Ils se sont dit, ah oui, quand même, en France, vous payez autant de patronal. Oh, bah ouais. Non, mais voilà. Et on s'étonne après que la France ne va pas bien, qu'il y a de moins en moins d'entreprises, que beaucoup d'entreprises mettent la clé sous la porte. Mais à la limite, je dirais pas c'est logique. Comment une entreprise aujourd'hui, si elle ne délocalise pas à l'étranger sa production, comment elle peut payer autant de charges patronales? C'est quand même une histoire de fou. Quand même. Voilà. Donc c'était la brève à souligner parce que ça ne fait que confirmer ce que moi et quelques autres d'ailleurs, on essaye de dire haut et fort, stop. Aujourd'hui, les charges patronales, on paye même pour les syndicats. Moi, je regardais les derniers bulletins de salaire, et c'était en 2015 quand j'avais embauché quelqu'un. Ça commence à dater, ça fait 11 ans, mais quand même à l'époque déjà, je regardais ce qui partait, et il y avait même une cotisation obligatoire pour les syndicats. Mais déjà, moi, je suis pas d'accord pour financer les syndicats, mais c'était déjà obligatoire. Donc, Curieux, tu n'es pas syndicaliste, Claude. non, oh bah non, oh bah ça c'est curieux. Il y a un jour, pour la petite anecdote rapide, tu sais, il y a un jour des mecs de la CGT qui avaient fait irruption dans mon restaurant qu'on avait à l'époque, on était en gérance d'un restaurant. Et ils m'avaient seriné pour la défense des travailleurs. Je les avais foutus dehors, je leur avais dit, écoutez, CGT, c'est bon, vous remballez. Vous avez 96 millions d'euros placés en bourse. Alors pour un syndicat qui se dit communiste et qui se dit contre le capitalisme, déjà, 96 millions placés en bourse, tout ça, allez, dehors. Et m'avait dit, mais c'est pas vrai, justice, c'est vrai, c'est prouvé, documenté, allez, dégagez de mon établissement, je vous ai assez vu. Ah, je les avais reçus ce jour-là, dehors. Voilà, c'était l'actualité en tout cas et les révélations sur Claude Janvier de ce 14e épisode déjà de 100% janvier. On est heureux, on se retrouve avec cette belle émission. Moi j'aime beaucoup ton format, j'aime beaucoup ta revue de presse hebdomadaire. Je te le dis, je te remercie 1000 fois de le faire sur Divergence Politique. Et puis on se retrouve avec Claude Janvier dans 100% janvier numéro 15, eh bien mercredi prochain. Voilà, bonne semaine à tous et bonne semaine Claude. Merci Alexis, bonne semaine à toi. Amis internautes, bonne semaine à vous.